Quoi? Une immense île volante juste au-dessus de votre tête. À l'ère de l'IA, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une vidéo générée par un réseau neuronal, mais vous devez savoir que premièrement, c'est tout à fait réel, que deuxièmement, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter cette île, et que troisièmement, il se pourrait bien qu'elle détienne la clé du secret de l'Eldorado. Cet endroit s'appelle Roraima, et il ne s'agit en réalité pas d'une île, mais d'une montagne. En raison de plusieurs facteurs, nous avons l'impression de voir une île flotter au-dessus de nous. Mais tout cela est dû au sommet plat de la montagne. Elle n'a pas de pic, et présente donc un plateau, et les nuages épais qui l'entourent se fondent dans le ciel, créant une illusion d'optique. Malgré les progrès de la technologie satellitaire et l'accès abordable aux voyages en avion, il subsiste encore quelques endroits sur Terre que l'on peut qualifier d'inexplorés. Le mont Roraima est l'un d'entre eux. Il existe depuis près de 2 milliards d'années et constitue l'une des plus anciennes formations rocheuses de notre planète. À titre de comparaison, les dinosaures sont apparus il y a environ 240 millions d'années. Certains scientifiques pensent que cette région faisait autrefois partie d'un supercontinent appelé Gondwana, et qu'à l'époque, ce n'était pas encore une montagne. Lorsque le supercontinent s'est fragmenté, l'érosion a créé cette merveille géologique en forme de table. Cependant, ce qui est intéressant à propos de cet endroit, ce n'est pas son âge, mais le fait qu'il semble encore préhistorique, presque intact. Cela s'explique par l'exploration tardive de cette partie de l'Amérique du Sud. D'ailleurs, nous découvrons encore chaque année de nouvelles espèces de faune et de flore dans ces environs. Pour une montagne, elle est relativement petite, seulement 2810 mètres. Certaines villes sont situées à une plus grande altitude, comme La Paz en Bolivie, qui culmine à 3640 mètres. Des gens pourraient donc vivre dans la région du mont Roraima, malgré son accès difficile. Cependant, il y a un hic. Les Paimon sont les premiers à avoir habité cette région et ils possèdent une tradition mythologique incroyablement riche. Par exemple, leur mythologie met en scène des divinités qui vivent sur les tépuis, des montagnes au sommet plat situées dans les prairies. Ces montagnes sont considérées comme sacrées et interdites aux vivants, car elles seraient le lieu de résidence des esprits ancestraux, les Mawari. Il existe donc des traditions qui interdisent de vivre dans cette région, mais certaines sources affirment néanmoins que des communautés locales y habitent. Cependant, les problèmes ne sont évidemment pas seulement liés aux esprits, mais aussi aux possibilités d'emploi très limitées. Des visites guidées sont toutefois proposées. Que verrez-vous si vous osez vous rendre dans cet endroit? Au pied de la montagne se trouve une forêt tropicale humide à feuilles persistantes, avec des arbres dont la hauteur varie entre 25 et 45 mètres, certains spécimens pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres. La plupart d'entre eux sont endémiques, ce qui signifie que c'est le seul endroit au monde où vous pouvez les trouver. Vous verrez également des orchidées aussi grandes qu'un arbre de taille moyenne. Ce n'est pas surprenant. En raison de l'isolement de cet endroit, les espèces qui y vivent ont suivi un parcours évolutif complètement différent de celui de la plupart des espèces végétales et animales de notre planète. Ensuite, vous aurez toutes les chances de tomber sur une cascade au pied du Roraima. Elle coule là depuis des millions d'années. Fait amusant, il n'y a pas de rivière au sommet du Roraima. Ce sont les précipitations qui s'infiltrent dans les roches poreuses qui créent ce spectacle incroyable. Tout cela donne l'impression d'un monde perdu, n'est-ce pas? D'ailleurs, Sir Arthur Conan Doyle s'est inspiré des tépuis et de leurs hauts plateaux pour écrire son roman « Le Monde perdu ». Oui, il n'est pas seulement célèbre pour Sherlock. Parmi ces merveilles naturelles, le Roraima se distingue comme le tépuis le plus accessible. Il existe d'autres formations similaires, mais elles sont beaucoup moins faciles d'accès. Oui, parmi toutes ces montagnes, le Roraima est peut-être le plus facile à atteindre, mais cela reste très difficile, même avec toutes les technologies modernes. Alors, comment a-t-il été découvert? Difficile à dire, mais il existe une théorie étayée par des documents officiels. Au XVIe siècle, Sir Walter Raleigh, admirait son col et sa belle moustache, était une personnalité importante du monde élisabétain, soit le règne d'Élisabeth Ier. En 1594, il entendit parler d'une grande cité d'or située près du fleuve Caroni. Cette idée lui resta en tête. Peut-être voyait-il là un moyen de s'enrichir rapidement.
Quoi qu'il en soit, 1 an plus tard, il partit explorer ce qui est aujourd'hui la Guyane et l'est du Venezuela, et il décrivit avec précision le mont Roraima. Le 22 mars 1595, une flotte anglaise dirigée par Walter Raleigh apparut au large des côtes de Trinidad. Raleigh tenta de se montrer aimable avec les colons espagnols, en faisant du commerce et en les invitant même à bord de ses navires pour se divertir. Après quelques vers, les Espagnols lui révélèrent qu'une certaine personne menait des activités particulières en Guyane, recueillant des informations sur la géographie du territoire et les trésors cachés à l'intérieur des terres. Le 7 avril, Raleigh lança une attaque surprise sur la ville de San José et réussit à capturer cette personne. Après l'avoir interrogé pour obtenir des informations, Raleigh annonça son intention de se rendre en Guyane à la recherche de la légendaire Cité d'Or. Comme ces navires ne pouvaient pas naviguer dans les chenaux étroits du delta de l'Orénoque, Raleigh fit modifier l'un d'entre eux, probablement une galéasse. Ce navire pouvait transporter 60 hommes et 40 autres furent répartis dans des embarcations plus petites. La progression fut lente dans le delta, et ils se perdirent dans ce que Raleigh décrivit comme un labyrinthe de rivières. Finalement, ils arrivèrent au Caño Manamo, puis dans le cours principal de l'Orénoque. Un peu plus en amont, à la confluence de l'Orénoque et du Caroni, Raleigh rencontra un chef indigène nommé Topiawari, avec lequel il s'entendit très bien. Topiawari lui révéla que son peuple avait été chassé de l'intérieur de la Guyane par une tribu féroce venue de l'ouest. Cela renforça la croyance répandue, partagée par les Espagnols et Raleigh, selon laquelle Eldorado abritait des Incas fugitifs venus du Pérou. Topiawari mentionna également que la tribu envahissante était riche en or, et affirma que leur ville la plus proche, à seulement 4 jours de marche vers le sud, était la source des plaques d'or que l'on trouvait dans un vaste rayon. Mais il laissa entendre que des trésors encore plus précieux se trouvaient un plus loin dans les terres. Raleigh se rendit ensuite à l'embouchure du Caroni, mais de forts courants l'empêchèrent d'avancer. Il envoya 2 groupes de reconnaissance à terre tandis qu'il en dirigeait un 3e. Ils trouvèrent quelques pierres brillantes qu'ils s'empressèrent d'extraire du sol, mais la plupart s'avérèrent sans valeur. Ils apprirent qu'un immense lac d'environ 64 km de large, rempli d'or alluvial, se trouvait à la source du Caroni. Cependant, sans moyen d'avancer et avec la montée des eaux de l'Orénoque, Raleigh dut annuler l'expédition, espérant revenir lorsque les conditions seraient plus favorables. Ce n'est qu'en 1616, plus de 20 ans plus tard, que Raleigh obtint de Jacques Ier l'autorisation de tenter une 2e expédition en Guyane. Il assura au roi qu'il pourrait extraire beaucoup d'or d'une mine située près du Caroni, dont il avait entendu parler lors de son précédent voyage. Jacques lui ordonna expressément de ne pas entrer en conflit avec les Espagnols, qui contrôlaient toujours la région de l'Orénoque. À son arrivée en Amérique du Sud, Raleigh resta à bord du navire et envoya Lawrence Keymis et une équipe à la recherche de la mine. Pour des raisons qui restent obscures, Keymis finit par attaquer et capturer la ville espagnole de Santo Tomé, ce qui entraîna la mort du fils de Raleigh, Watt, au cours de l'escarmouche. Incapable de trouver la mine, l'équipage retourna au navire et, face à la colère de Raleigh, Keymis sauta la vie. De retour en Angleterre, Raleigh fut jugé pour avoir prétendument menti au sujet de la mine et tenté de provoquer un conflit avec l'Espagne, ce qui conduisit finalement à son exécution. Ou peut-être étaient-ce les esprits Maoris qui n'avaient même pas apprécié son intrusion? Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe.
Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique orientale, quant à lui,
représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvue d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les -43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste. Et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. L'Antarctique était autrefois une terre verdoyante peuplée de dinosaures. Mais c'est maintenant un continent gelé plus grand que les États-Unis et qui n'appartient à personne. Il n'est pas difficile à trouver. En vous dirigeant vers le sud, vous finirez forcément à un moment par tomber sur un gros bloc de glace au pôle sud de la planète. Il se situe à l'intérieur du cercle antarctique et forme la plus grande masse de glace sur Terre. Le continent est plus grand que les États-Unis et même plus grand que l'Europe entière. Et pourtant, l'Antarctique n'a été officiellement découvert que récemment. Les scientifiques ignoraient son existence jusqu'en 1820. Après sa découverte, il a fallu encore 2 décennies pour confirmer qu'il s'agissait d'un tout nouveau continent. Et quelques décennies de plus après ça, pour lui trouver un nom. Dans Antarctique, anti signifie contraire. Du coup, Antarctique signifie le contraire de l'Arctique. Mais avant que nos scientifiques ne découvrent cette terre, les Grecs de l'Antiquité avaient théorisé qu'il devait y avoir un continent méridional pour équilibrer l'Arctique, situé au nord. De plus, certains scientifiques qui ont étudié l'art et l'histoire orale de Polynésie pensent que ses habitants ont découvert le continent plus d'1 millénaire avant les Européens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous connaissons bien cette terre glacée du pôle sud. En raison de sa situation, il n'y a que 2 saisons là-bas, l'été et l'hiver, et elles durent 6 mois. En été, il fait un peu plus chaud, et le continent est baigné de lumière. En hiver, il fait sombre toute la journée.
98% de l'Antarctique est constitué de glace. Ce continent concentre à lui seul 60% de toute l'eau douce de la planète. Et pourtant, malgré ça, l'Antarctique est le plus grand désert du monde. Par définition, un désert est une zone où la végétation est rare et où il y a peu de neige ou de pluie. Notez que l'abondance de sable n'est pas une condition nécessaire, même si le continent possède du sable et même des dunes. L'Antarctique est le continent le plus venteux de la planète. La vitesse du vent peut atteindre 322 km/h. C'est plus rapide qu'un ouragan. Le peu de neige qui tombe sur ces terres ne fond jamais. Elle s'accumule pendant des siècles et des millénaires. La couche de glace est donc très épaisse. L'Antarctique regorge de secrets. Tout un monde se cache sous cette glace. Par exemple, un grand nombre de montagnes du continent dépassent les 2500 mètres. C'est plus haut que 3 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Actuellement, c'est le gratte-ciel le plus haut du monde. Mais si nous ne voyons pas toutes ces montagnes, c'est parce qu'elles sont cachées sous une couche de glace de près de 5000 mètres d'épaisseur. Il y a aussi un lac là-dessous, à 3350 mètres de profondeur. C'est le lac Vostok, du nom de la station de recherche Vostok sous laquelle il est situé. À l'origine, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il y a plus d'un siècle, un scientifique a suggéré que l'énorme pression créée par les tonnes de glace pouvait diminuer le point de fusion de la glace dans les couches les plus basses de la calotte, et ainsi créer de l'eau liquide et former un lac. Il n'a pas pu prouver lui-même sa théorie, mais des scientifiques ont plus tard repris ses travaux et ont confirmé que tout ça tenait la route. Il existe également un canyon en Antarctique, caché sous d'énormes masses de neige. Il est plus profond que le Grand Canyon d'Arizona. Une chaîne de montagnes divise le continent en 2 parties, l'Antarctique oriental et l'Antarctique occidental. Dans la partie occidentale du continent, les températures sont plus élevées et la fonte des glaces a commencé. Si l'Antarctique occidental fond et libère toute son eau, le niveau moyen de la mer augmentera d'environ 5 mètres. Cela suffira pour que certaines villes disparaissent complètement d'un bout à l'autre de la planète. La première à disparaître sous les eaux pourrait être la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui se trouve à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, ce sera Amsterdam aux Pays-Bas, puis Ho Chi Minh Ville au Vietnam, Cardiff au Royaume-Uni et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Antarctique, où des scientifiques résident de longs mois pour étudier ce continent mystérieux. Au fil des ans, quelques enfants y sont même nés. Mais ce n'est pas un pays, et ces terres n'appartiennent à personne. Elle est régie par le traité sur l'Antarctique, un accord de recherche et de collaboration pacifique qui interdit toute revendication territoriale. Signé à l'origine par 12 nations, il compte aujourd'hui 59 signataires, dont la moitié ont un pouvoir de décision. Le continent est peuplé tout au long de l'année par des chercheurs du monde entier. Environ 5000 personnes y vivent en été et 1 millier en hiver. Cependant, personne n'y réside en permanence. Les gens vont et viennent, et les scientifiques y séjournent à tour de rôle. La température moyenne annuelle y est de moins 34 degrés Celsius. Mais il fut un temps où l'Antarctique était à peu près aussi chaud que la Melbourne d'aujourd'hui. C'était il y a environ 45 millions d'années. Et je n'étais pas encore né à l'époque. Mais le continent était couvert de forêts, et les dinosaures parcouraient ces contrées, vivant sous des températures avoisinant les 17 degrés Celsius. C'était bien avant les manchots. Aujourd'hui, il fait tellement froid en Antarctique que pas un seul buisson n'y pousse. Il n'y a que de la neige. Les seules plantes qui peuvent prospérer sous des températures aussi extrêmes sont les lichens, les mousses et les algues. Les humains ne peuvent pas non plus survivre dans des conditions aussi rigoureuses pendant de longues périodes. C'est pourquoi le continent n'a jamais eu de population autochtone. Enfin, si l'on ne compte pas les manchots, les phoques, les baleines et quelques espèces d'oiseaux. La faune de l'Antarctique est la plus rare et la moins diversifiée de la planète, car seuls quelques organismes peuvent résister à ces conditions difficiles, et aussi parce qu'il est interdit d'y amener des espèces non indigènes. Par conséquent, si vous vouliez voyager en Antarctique avec votre chat, on ne le laissera pas entrer. Ce n'est pas moi qui décide des règles. Les quelques espèces qui vivent au pôle Sud sont totalement propriétaires de l'endroit, c'est tout. Il n'y a pas plus de 5000 habitants humains et environ 20 millions de manchots. Mais ce sont des colons. En quelque sorte, les ancêtres des manchots vivaient en Australie et en Nouvelle-Zélande. On trouve là-bas encore quelques espèces de manchots, dont le plus petit de la planète, qui ne mesure que 30 cm. Cependant, la plupart ont migré vers l'Antarctique à un moment donné.
Peut-être parce que la perspective de grandes quantités de nourriture les attirait. Ce n'est pas à cause du froid qu'ils aiment la région. Il s'avère que la plupart des manchots quittent le continent à la fin de l'été. Les seuls à y rester sont les manchots empereurs mâles, et ils le font pour réchauffer et protéger les œufs laissés par leurs compagnes. Mais où vont tous les autres? Au début, c'était un grand mystère, même pour les scientifiques. Mais en attachant de minuscules dispositifs de localisation aux pattes de quelques-uns de ces animaux, ils ont trouvé la réponse. Les manchots partent vivre dans les océans du Sud lorsqu'il fait trop froid en Antarctique. 6 mois durant, aucun d'entre eux ne revient sur la terre ferme, puis ils regagnent le continent. Lorsqu'ils reviennent, les œufs confiés aux manchots mâles commencent à éclore. Et les familles sont réunies. Les manchots se nourrissent de différents poissons, et l'océan en regorge malgré les froides températures. Dans certaines régions, l'eau peut atteindre des températures proches de zéro parce qu'elle est salée. Mais les poissons ne gèlent pas, car leur corps contient des protéines anti-gel. Il y a aussi environ 1 million de phoques en Antarctique. Ils aiment eux aussi le poisson et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 2 heures. Ils voient beaucoup mieux sous l'eau qu'à la lumière du jour et utilisent leurs moustaches pour localiser leur nourriture. Les trous qu'ils creusent dans la glace pour respirer peuvent se refermer pendant qu'ils nagent. Et ils doivent alors utiliser leurs dents pour faire un nouveau trou. Les phoques peuvent même dormir sous l'eau et remonter à la surface de temps en temps sans se réveiller. Impressionnant. L'Antarctique, un monde figé dans un froid glacial de moins 43 degrés Celsius, recouvert de glace depuis des millions d'années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Des scientifiques viennent de faire une découverte incroyable. Enfouies profondément sous le plancher océanique, de minuscules gouttes d'ambre dorée. Cela signifie qu'autrefois, l'Antarctique foisonnait de vie et était recouvert de vastes forêts. Toutefois, un événement est survenu. Un événement qui pourrait radicalement changer notre perception de l'avenir. Depuis des millions d'années, l'Antarctique est une terre balayée par des vents puissants, où aucune végétation ne parvient à croître. Mais des chercheurs ayant exploré cette région ont pris la décision de percer les profondeurs de la surface antarctique. Ils ont foré à plusieurs milliers de mètres sous la glace et en ont extrait des couches de sédiments anciens. C'est là, piégés dans le temps, qu'ils ont découvert ces fragments d'ambre. L'ambre, résine fossilisée provenant des arbres, se trouve sur tous les continents et renferme souvent des traces parfaitement préservées d'espèces disparues. Des insectes figés dans leur vol, du pollen congelé dans le temps. Ces gouttes dorées peuvent conserver d'anciens et minuscules écosystèmes. Sur tous les continents. Mais pas en Antarctique jusqu'alors. La minuscule gouttelette découverte, mesurant entre 0,5 et 1 mm, aussi petite qu'un grain de sable, mais d'une importance capitale, s'était écoulée de l'écorce d'un arbre il y a environ 90 millions d'années. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'ambre ne se forme que dans certaines espèces d'arbres. Celles qui prospèrent dans les forêts tropicales humides et tempérées ou dans les jungles. C'est alors qu'une révélation s'est imposée. L'Antarctique était autrefois une forêt tropicale. Ces minuscules fragments d'ambre, visibles uniquement au microscope, nous racontent l'histoire vivante d'un écosystème florissant. Il y a environ 90 millions d'années, pendant la période du Crétacé, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, l'Antarctique devait être recouvert de forêts denses et marécageuses, peuplées de conifères majestueux, de fougères et de plantes anciennes. Certains de ces fragments montraient des signes de dommages, indiquant que les arbres à l'origine de ces gouttes avaient été endommagés, probablement par des incendies ou des parasites. En dépit de tout cela, et malgré les millions d'années passées dans les fonds marins, cet ambre a étonnamment bien résisté. Il demeure solide, transparent, sans la moindre fissure. En règle générale, l'ambre, lorsqu'il est soumis à une pression intense et ceux des températures extrêmes, se désintègre peu à peu. Mais ce fragment a survécu, ce qui laisse supposer que d'autres pourraient également avoir subsisté, et que d'autres découvertes pourraient émerger des profondeurs océaniques. Cela dit, cette découverte n'était pas le premier signe indiquant qu'autrefois, l'Antarctique n'était pas le monde gelé que nous connaissons aujourd'hui. En 2017, une équipe de chercheurs a percé profondément la surface du fond marin, à proximité du glacier de l'île du Pin, sur la côte ouest de l'Antarctique. Ils ont ainsi extrait des carottes de sédiments enfouis depuis des millions d'années. Cette découverte fut stupéfiante. Dans ces couches de sédiments,
Les chercheurs ont mis à jour des racines fossilisées, du pollen, des spores. Autant de preuves qu'une ancienne forêt avait prospéré sur ces terres. Depuis cette découverte, l'équipe ne cesse d'analyser ces éléments, consacrant plusieurs années à décomposer les sédiments en milliers de fragments et à les examiner minutieusement sous des microscopes fluorescents, sans rien endommager. En 2020, cette même équipe a découvert un autre élément clé du puzzle. De nouveaux échantillons de sédiments prélevés dans les fonds marins ont mis en lumière un paysage constitué de forêts denses, de rivières et de zones humides, un environnement qui ressemblait davantage à celui du Nord-Ouest Pacifique ou de la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi l'Antarctique était-il si chaud à cette époque? La réponse réside dans l'atmosphère. Il y a 90 millions d'années, les niveaux de dioxyde de carbone étaient extrêmement élevés sur Terre. Cette période correspondait à l'un des moments les plus chauds de l'histoire de la planète, avec des températures atteignant même les pôles. Imaginez, l'Antarctique ne possédait aucune calotte glaciaire. Au lieu de cela, l'Antarctique aurait pu abriter des insectes bourdonnants, et peut-être même des dinosaures errants à travers ses forêts. Mais pour comprendre ce qui leur est arrivé, l'équipe doit encore découvrir davantage de preuves. L'Antarctique demeure un lieu empreint de mystère. Sa couverture neigeuse et glacée rend son étude difficile, au point que nous ignorons même sa véritable forme et ses dimensions. Certaines zones de la calotte glaciaire mesurent près de 5 km d'épaisseur, l'équivalent de la moitié de la profondeur de la fosse des Mariannes, la plus profonde fosse océanique de la planète. Heureusement, la neige possède une qualité remarquable. Elle parvient à figer le temps avec une parfaite précision. Couche après couche, année après année, elle ensevelit le passé naturel, agissant comme une capsule temporelle. Au début, la neige fraîche est légère et se déplace facilement au gré du vent, remplie d'air. Mais à mesure que les couches s'accumulent, elle se comprime, expulsant l'air et durcissant en une glace dense. Cette pression de congélation emprisonne tout à l'intérieur, conservant d'anciennes plantes, animaux et même des paysages entiers. Les éléments sont littéralement figés dans le temps, car ce froid extrême ralentit le processus de décomposition. Il stoppe la croissance des bactéries, empêchant ainsi la putréfaction et permet une préservation quasi parfaite pendant des milliers, voire des millions d'années. C'est précisément ce phénomène qui se produit en Antarctique. Les scientifiques doivent scruter cette neige en profondeur afin de découvrir à quoi ressemblait cet endroit il y a des millions d'années. Ce qu'ils ont mis à jour, un monde entier perdu, enfoui sous des kilomètres de glace. Cette découverte se situe sous les glaces les plus épaisses d'Antarctique orientale, près des bassins subglaciaires Aurora et Schmidt. Le poids de la glace, immense et constant pendant des millions d'années, a en réalité protégé la Terre de l'érosion. Les scientifiques surnomment cela le fantôme du paysage de l'Antarctique. Et ce n'est vraiment pas comme le désert plat et lisse qu'on voit d'en haut. Ils ont découvert des rivières qui autrefois coulaient librement, désormais figées sur place. Des vallées sculptées par l'eau. Même 3 énormes collines aux sommets acérés. Mais que s'est-il passé? Pour saisir cela, il faut remonter encore plus loin dans le temps, à l'époque où l'Antarctique faisait encore partie d'un supercontinent aujourd'hui disparu. Il y a des centaines de millions d'années, ce que nous appelons aujourd'hui l'Antarctique faisait partie du Gondwana, un supercontinent gigantesque qui comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, tous fusionnés ensemble. Cependant, à mesure que les plaques tectoniques terrestres se sont lentement déplacées, le Gondwana s'est fragmenté. L'Antarctique a été déchiré, sa terre s'étirant et se fracturant. Les vastes calottes glaciaires qui se sont formées plus tard ont recouvert ces terres brisées, les préservant comme des fossiles gelés. Au fur et à mesure que la glace se déplaçait et fondait, des vallées ont émergé, et des rivières anciennes ont probablement acheminé l'eau vers une côte, qui était alors située à des centaines de kilomètres de sa position actuelle. Mais ce n'est pas tout ce que l'Antarctique recèle. Si vous enleviez la glace, vous ne découvririez pas un continent plat et désert. Vous verriez un paysage spectaculaire, des montagnes majestueuses, des vallées profondes et même des volcans en activité. En Antarctique occidentale, au moins 138 volcans sont enfouis sous les glaces. L'un d'eux, le mont Erebus, est encore actif. Et à l'intérieur,
Ils possèdent des grottes volcaniques suffisamment chaudes pour s'y promener en t-shirt. Ah, et si cela ne vous semblait pas déjà assez étrange, Erebus crache aussi de l'or. Oui, de véritables particules d'or provenant des profondeurs de la Terre. Les scientifiques estiment que cela se produit parce que le magma, cette roche surchauffée et semi-fondue sous la surface terrestre, achemine de l'or liquide en remontant. Chaque jour, Erebus libère environ 90 grammes d'or, ce qui équivaut à environ 6 000 € par jour. En une année, cela représente 29 kg, soit plus de 2 millions d'euros qui partent en fumée. Malheureusement, avant d'attraper nos pelles, il faut se rappeler que ce sont des particules microscopiques. Elles mesurent souvent moins de 60 micromètres, soit plus fines qu'un cheveu humain, sans compter qu'elles sont dispersées jusqu'à 1000 km du volcan. Les retrouver relève donc de l'impossible. Cela prouve simplement que, même dans un endroit aussi impitoyable que ce vaste désert blanc, de nombreux mystères fascinants attendent d'être dévoilés. Ainsi, malgré les conditions extrêmes, la vie y persiste encore. En 2017, des chercheurs ont foré profondément sous la glace de la barrière de Ross, pensant trouver de l'eau. Mais à leur grande surprise, ce qu'ils ont découvert était bien plus incroyable. Une rivière, cachée sous 500 mètres de glace, serpentant dans l'obscurité. Et à l'intérieur, des centaines de petites créatures ressemblant à des crevettes. Elles se sont précipitées autour de la caméra, obstruant l'objectif tout en accueillant les chercheurs. Au fond de ces cavernes gelées, des traces d'ADN ont révélé la présence de mousses, d'algues et peut-être même de minuscules créatures inconnues. Il semble donc que, même dans l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, la vie parvienne toujours à s'adapter. Et qui peut dire ce que nous pourrions encore découvrir aux confins du pôle Sud? Vous plongez dans les eaux glacées et obscures de l'Antarctique. Une obscurité bleutée, presque surnaturelle, vous enveloppe, évoquant l'immensité de l'espace. Dans ces profondeurs inhospitalières, là où vous ne vous attendriez jamais à rencontrer une âme vivante, un bruit soudain et étrange surgit. Un cri semblable au cancanement d'un immense canard tapi dans les abysses. En 1960, des chercheurs ont capté pour la première fois ce son énigmatique, qu'ils ont baptisé Bioduck. Un choix ingénieux. Pendant des décennies, ils ont cherché à percer le mystère de son origine. Était-ce un kraken, un vaisseau spatial échoué au fond des mers, une créature marine inconnue ou un canard colossal? Les hypothèses, toutes plus fantasques les unes que les autres, se sont multipliées. Les océanographes ont repéré des sons analogues dans d'autres régions. Non loin des côtes ouest de l'Australie et aux abords de la Nouvelle-Zélande, ils ont enregistré des signaux similaires, bien que plus aigus, qu'ils ont nommés biogoose. Avec de telles appellations, l'atmosphère étrange et mystérieuse de cette histoire semble vite s'estomper. Ces sons n'étaient toutefois pas des événements isolés, mais se reproduisaient à intervalles réguliers. La fréquence des émissions suggérait à beaucoup une origine mécanique. Cependant, l'étude des océans au cours de la seconde moitié du XXe siècle était entravée par les limites technologiques de l'époque. Malgré ces défis, les chercheurs ont poursuivi leurs investigations sur Bioduck et Biogoose, mus par une insatiable curiosité scientifique. Au fil des années, l'accumulation de données a alimenté les spéculations, jusqu'à ce que les chercheurs percent enfin le mystère. Bioduck s'est révélé être une forme de communication biologique. En observant ces signaux répétés, les scientifiques ont noté qu'ils ne se superposaient jamais. Lorsqu'une source parlait, les autres demeuraient silencieuses. Cela laissait penser à une communication structurée. La question restait alors de savoir quelle créature marine utilisait un tel système, fondé sur des variations de fréquences sonores. La réponse, comme certains l'avaient deviné, était les baleines. Les scientifiques ont comparé le son Bioduck de l'Antarctique aux appels des baleines de Minke et ont relevé des similitudes frappantes. Les sons Biogoose enregistrés au large des côtes australiennes et néo-zélandaises semblaient provenir d'autres espèces ou de jeunes baleines de Minke. Néanmoins, cette découverte n'a fait qu'amplifier le mystère. Quel pouvait être le rôle de ces sons? Les baleines discutaient-elles de leurs repas? Se moquaient-elles des humains qui enregistraient leur voix? Ou échangeaient-elles des réflexions philosophiques sur l'univers? Les possibilités étaient infinies, mais la révélation la plus fascinante était l'idée que l'humanité pourrait, un jour,
communiquer avec ces créatures majestueuses. Communiquer avec les baleines n'est plus une utopie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont déjà établi un contact avec une baleine à bosse nommée Twain. Lors d'une expérience novatrice, ils ont réussi à entretenir une conversation de 20 minutes avec ce mammifère marin. Voici les étapes qu'ils ont suivies. Les spécialistes ont entrepris une expédition sur les côtes de l'Alaska, où ils ont capté les sons d'un groupe de baleines à bosse. Ils ont ensuite diffusé ces enregistrements via des haut-parleurs dans l'océan. Les sons s'apparentaient à une sorte de salutation, un équivalent de « Salut, ça va ?» dans le langage des baleines. Ces échanges sont généralement utilisés par les baleines pour s'appeler ou indiquer leur position. Peu après avoir émis les signaux, les chercheurs ont reçu une réponse. Twain s'est rapproché du bateau, l'a contourné et a répliqué avec un « salut » à sa manière. Ce fut le début de la première véritable conversation entre une baleine et des humains. Pendant 20 minutes, les chercheurs ont transmis 36 signaux à Twain, et elle a répondu à chaque fois. Elle respectait même des intervalles avant de répondre. Concrètement, l'équipe attendait 10 secondes après chaque réponse avant d'envoyer un nouveau signal. Il semble que Twain était une interlocutrice particulièrement attentive. Était-elle une jante dame des océans? Qui sait? Ou peut-être était-elle simplement intriguée par cette interaction inhabituelle. Les signaux utilisés provenaient d'un groupe de baleines auquel appartenait Twain. Il est probable que les chercheurs aient utilisé les propres enregistrements de Twain pour communiquer avec elle. D'une certaine manière, Twain conversait avec elle-même. Poursuivons notre périple et plongeons dans la fosse océanique la plus profonde du globe, la fosse des Mariannes. Ce gouffre immense, situé au sud du Japon, s'étend sur plus de 2400 km et atteint une profondeur vertigineuse de près de 11 000 mètres à son point le plus bas. Pour vous donner une idée de cette échelle, la hauteur du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, représente à peine un dixième de cette profondeur. Imaginez maintenant ceci. Dans cette obscurité abyssale, des chercheurs ont capté un son singulier. Contrairement au bioduc, ce bruit évoquait une ambiance de science-fiction. Avec un grondement sourd suivi d'un ping métallique, semblable au bruit des vaisseaux spatiaux dans les films. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène mystérieux les sons de Biotwang. Ce son insolite a été détecté pour la première fois en 2014 lors d'une étude acoustique menée dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont rapidement localisé son origine, les baleines, plus précisément les rorquals de bride. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont analysé près de 200 000 heures d'enregistrements marins et ont identifié des correspondances avec un groupe de ces rorquals. Comme de nombreuses espèces animales, ces baleines utilisent des sons pour communiquer. Mais devinez ce qu'on a également découvert au fond de la fosse des Mariannes, une bouteille en plastique. Inutile d'accuser un kraken, une baleine ou une créature mythique quelconque, cette bouteille est, sans surprise, le fruit de l'activité humaine. Mais ce sujet mérite une vidéo à part entière. Passons maintenant à un autre son intrigant. Cette fois, il ne s'agit pas de baleines, mais d'un bruit mystérieux enregistré dans le coin le plus isolé de la planète. Ce site porte le nom de Point Nemo, et sa solitude est légendaire. Niché dans l'océan Pacifique Sud, Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de toute Terre, l'île la plus proche se trouvant à 2700 km. Peu importe la direction, cette distance reste à peu près la même. En outre, cet isolement est accentué par l'absence presque totale de vie marine, car les courants marins, et donc les nutriments, y sont extrêmement rares. En quelque sorte, le Point Nemo est un véritable désert aquatique. Ainsi, en 1997, des océanographes ont capté un son étrange et angoissant provenant des profondeurs aux abords du Point Nemo. Ce bruit, aussi colossal qu'inquiétant, a été surnommé The Bloop. Lorsque les journalistes ont pris connaissance du phénomène, des théories extravagantes ont vu le jour à travers le monde. La plus populaire suggérait qu'un monstre marin gigantesque, peut-être un kraken ou une autre créature de légende, était à l'origine de ce bruit. Cependant, l'engouement pour le bloop n'a pas duré, car les scientifiques ont fini par en élucider la cause. Il s'est avéré que l'origine du bloop était un iceberg.
Lorsque ces masses de glace se fissurent et s'effondrent, elles produisent des sons à très basse fréquence, pouvant être détectés à de grandes distances. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont enregistré d'autres icebergs et ont entendu des sons similaires. À propos, le Point Nemo est si isolé que les agences spatiales y abandonnent leurs satellites en fin de vie. Ces objets tombent simplement dans l'océan, avec 99% de chances qu'aucun humain ni animal ne soit touché par les débris. C'est pourquoi cet endroit est surnommé le cimetière des satellites. Mais que se passerait-il si un vaisseau extraterrestre tombait un jour dans le Point Nemo? Et s'il y était déjà tombé et envoyait parfois des signaux de détresse à travers l'océan? Tous les mystères évoqués jusqu'ici ont été résolus. Que diriez-vous de terminer cette vidéo avec un phénomène qui demeure inexpliqué? Voici Upsweep, l'un des sons les plus énigmatiques jamais enregistrés dans l'océan. Ce bruit est constitué d'une série de tonalités ascendantes et courtes, répétées à des intervalles de quelques secondes. Le son a été détecté pour la première fois en 1991 grâce à des hydrophones déployés dans l'océan Pacifique. Initialement, les océanographes ont supposé qu'il pouvait être lié à une activité volcanique ou à des séismes sous-marins. Cependant, la nature saisonnière du son et les variations de son intensité en fonction des périodes de l'année ont rapidement invalidé ces hypothèses. Les chercheurs ont ensuite exploré des théories biologiques et ont reporté leur attention sur les migrations et les comportements des animaux marins au fil des saisons. Malgré toutes ces tentatives, l'origine de Upsweep reste inconnue. Certaines études émettent l'hypothèse qu'il pourrait être lié à des espèces de poissons ou d'autres créatures marines utilisant ces sons pour communiquer ou s'orienter. Mais aucune preuve n'a encore été apportée à ce jour. Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes.
Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible ? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent ? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'IceSat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs.
Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. Bien, voici un petit questionnaire rapide sur la géographie et le tourisme. Quelle est la plus grande ville d'Italie? Tu as dit Rome? Alors tu as raison. Rome a une population de plus de 2 millions d'habitants. Et quelle est, selon toi, la population actuelle de Venise? Peu de gens connaîtront la réponse. Mais voilà. En 2022, il y avait un peu plus de 258 000 habitants. Mais il faut savoir qu'environ 80% d'entre eux ne vivent pas dans la Venise touristique et historique de cartes postales et de tableaux, avec tous ces canaux, et vivant de l'autre côté de la ville. Si tu connais quelqu'un qui a déjà voyagé à Venise, il t'a peut-être envoyé une carte postale avec l'image d'une gondole dans un canal. Je parie que tu n'as jamais imaginé que Venise pouvait aussi ressembler à ça, une simple ville italienne ancienne. En tant que touristes, nous nous faisons une idée complètement fausse de cette ville. Nous croyons que Venise ressemble à ce que nous voyons dans les films. Je suis désolé de devoir te détromper, mais Venise ne se résume pas à des canaux rectilignes et à de vieux ponts. Voici les limites de la vraie Venise. Il est probable que les cartes postales que tu reçois ne montrent que cette partie de la ville appelée Centro Storico ou Centre Historique. Mais la ville s'étend aussi sur la terre ferme, ou terra ferma, et c'est là que vivent aujourd'hui la plupart des Vénitiens. Il est intéressant de constater que le nombre de personnes vivant dans le centre historique a diminué au fil des ans, et ce nombre a continué à baisser d'année en année. Aujourd'hui, seules 50 000 personnes peuvent se permettre de vivre dans le centre historique. Pour comprendre ça, remontons un peu dans le temps. Avant que Venise ne devienne une importante ville italienne, elle n'était rien d'autre qu'un village de pêcheurs. Ce n'est que vers le 5e siècle que des gens ont décidé de bâtir une ville sur le sol marécageux des îles vénitiennes. Si tu t'es déjà demandé comment Venise tenait le coup, disons que c'est grâce à de solides blocs de bois enfoncés profondément dans le sol. Il faut un mélange d'oxygène et d'eau pour que le bois s'abîme, et dans les sols marécageux, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc les bâtiments ne risquaient qu'à rien. C'est au Moyen-Âge que Venise est devenue l'un des empires maritimes les plus importants du monde. Tu te souviens peut-être que c'est de là qu'est originaire Marco Polo, le célèbre marchand et explorateur. La ville était extrêmement bien située, en plein dans la mer Adriatique, et donnait accès aux immenses empires commerciaux de l'époque, comme la ville de Constantinople. À cette époque, les métiers les plus prestigieux, comme celui de Marco Polo, étaient liés au commerce de longue distance. Depuis, Venise se compose de 118 îles, et certains disent que la ville compte environ 400 ponts. Petite question, peux-tu citer 2 des îles vénitiennes parmi les plus célèbres? Nous avons d'abord Burano. L'île de Burano est célèbre pour sa dentelle et son paysage super coloré. Pour info, Burano abrite aussi une tour penchée un peu moins célèbre que celle de Pise. Elle s'appelle la tour de Burano. Et puis, il y a l'île de Murano. Elle est célèbre pour ses produits en verre fin. Tu peux se trouver un peu de tout. Des vases énormes, des verres à eau, des bijoux, et ainsi de suite. Ces produits sont très raffinés, mais aussi très chers. Mais tu sais ce qu'on dit. Le temps change tout. Au XXe siècle, Venise n'était plus la plaque tournante commerciale qu'elle avait été. Sa puissance économique était en train de s'effondrer. Et on a donc décidé d'investir dans quelque chose d'autre. La valeur historique. Et le meilleur moyen de mettre en œuvre cette stratégie, c'était la préservation. Avouons-le, si tu es un touriste qui aime l'histoire, tu sauterais sur l'occasion de visiter un site du patrimoine de l'UNESCO, n'est-ce pas?
Au départ, c'était plutôt une bonne chose pour la ville. Mais le tourisme est alors monté en flèche, et la dynamique de la ville a dû changer pour s'adapter à ce phénomène nouveau. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des touristes préfèrent acheter de petits souvenirs bon marché plutôt que d'investir dans des produits manufacturés coûteux, tels que le verre de Murano. Les magasins traditionnels ouverts depuis des siècles n'avaient tout simplement plus les moyens de rivaliser avec les nouvelles enseignes installées pour répondre aux besoins des touristes. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ce que nous appelons tomber dans une spirale infernale. Il se trouve que les touristes ont attiré encore plus de touristes, et Venise a perdu le contrôle de la situation. Le nombre maximum de touristes à Venise serait d'environ 22 500 personnes par jour. Mais, en 2021, la ville a vu passer jusqu'à 80 000 touristes par jour à certains moments de l'année. Si tu considères que le centre historique de Venise ne compte plus que 50 000 habitants, cela signifie que les touristes sont presque 2 fois plus nombreux que les habitants. C'est ce qui a donné à Venise l'un de ses surnoms les plus courants, à savoir une ville à court terme. Je veux dire que si tu vis dans une ville touristique comme New York ou Paris, tu feras en sorte d'éviter les parties les plus fréquentées. Mais à Venise, c'est difficile, dans la mesure où il s'agit de plusieurs petites îles. Que tu le veuilles ou non, la ville est constamment bondée. Les habitants ont commencé à se plaindre qu'il fallait des heures pour obtenir une table dans un restaurant ou traverser une place importante comme la Piazza San Marco. Sans compter qu'au lieu des embouteillages de voitures, à Venise, tu peux faire l'expérience de l'embouteillage de gondoles. Mais ce n'est pas le pire. Lorsque le nombre de touristes a commencé à augmenter de façon exponentielle, les infrastructures d'accueil se sont également développées. Quand les propriétaires ont compris qu'ils pouvaient gagner plus d'argent avec les touristes qu'avec les locaux, les prix ont commencé à monter en flèche. C'est pourquoi, à partir des années 1950, de moins en moins de Vénitiens ont pu rester dans le centre historique de la ville. Les propriétaires ont décidé d'augmenter les loyers de manière considérable. Ainsi, une famille qui payait environ 800 € pour son appartement devait maintenant payer environ 1500 € pour pouvoir rester. Et les services sociaux ne pouvaient rien faire, car le phénomène se répandait dans tout le centre historique. Cela peut paraître anodin, mais quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que le tissu social de la ville était en train d'être bouleversé. Et oui, c'est généralement ce qui se passe dans les endroits super touristiques. La France est confrontée à un problème similaire. Le ministère français du Tourisme a constaté que les touristes dépensaient moins d'argent, mais qu'ils surexploitaient les sites touristiques classiques. Les villes sont constituées de bien plus que de bâtiments et d'infrastructures. Comme le disait le sociologue urbain Georg Simmel, elles doivent être hétérogènes. Et quand on augmente autant le prix des loyers, les premières personnes à être mises à la porte sont les jeunes générations. Ensuite, seules les personnes âgées les mieux établies peuvent se permettre de rester dans les centres-villes. Les choses ont commencé à dégénérer dans le centre historique de Venise, à tel point que l'UNESCO elle-même a menacé d'inscrire la ville sur sa liste des sites en danger. Plutôt dur, hein? Les autorités continuent de chercher des moyens d'atténuer les effets du tourisme. La première chose a été d'interdire aux normes paquebots de faire escale dans la zone historique. La ville a également instauré une taxe de tourisme. Normalement, toute personne qui dort dans le centre historique paie déjà une taxe. Mais aujourd'hui, les touristes doivent déclarer leur arrivée et payer une taxe journalière pour visiter l'île principale. Les bénéfices de cette taxe sont destinés à rendre la vie dans le centre de Venise plus abordable. Espérons que ces politiques permettront aux Vénitiens de revenir s'installer dans le centre-ville. Ciao!